penser Freud de tout cela? Je crois qu'il en aurait pensé le plus grand bien, parce que d'une part, c'est lui qui a commencé à appliquer la psychanalyse à des situations qui n'étaient pas proprement la psychanalyse. On se souvient de un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci ou le Moïse de Michel-Ange, etc., etc. Il y a, par rapport au monde numérique, une tradition d'exploration psychanalytique des phénomènes que l'on peut vivre en ligne. Un psychologue américain qui s'appelle John Suller est probablement celui qui a apporté ce point de vue pour la première fois sur les mondes numériques. Il a posté sur un site web tout un ensemble d'articles qui décrit ce qu'il appelle la psychologie du cyberespace. En fait, le point de vue est très psychodynamique et il a donné en quelque sorte le l'agenda de la recherche des 10, 15, voire même 20 prochaines années, parce que le programme est tout à fait conséquent. À sa suite, il y a une dame qui s'appelle Shirley Turkle, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les MUDs, les Multi-User Dungeons. Ce sont des espaces en ligne dans lesquels on vit des aventures palpitantes avec d'autres personnes, à la différence près que tout se passe uniquement par le texte. À l'époque, le réseau était tellement faible qu'il n'était absolument pas question traduire en images les aventures que l'on pouvait vivre dans les donjons obscurs de ces MUDs. Eh bien, cette Sherry Turkle a interprété le plaisir que l'on avait à être en ligne ou à jouer autre chose avec la notion d'objet et d'espace transitionnel de Winnicott. Elle en fait une utilisation un peu large, hein, parce qu'elle considère que de fait, les espaces numériques sont en soi des espaces qui sont transitionnels. Il n'en est rien. Il y a un autre psychologue qui s'appelle Michael Sivin, qui est canadien, euh, qui a montré que déjà l'utilisation que faisait Torkel de la notion d'espace transitionnel était un peu trop généreuse, et en plus il y a authentiquement des positions qui peuvent être très perverses et qui peuvent être utilisées grâce et avec le réseau Internet. Donc on a déjà outre-Atlantique toute une tradition psychanalytique, et puis de ce côté de l'Atlantique, on a aussi Cocorico, No Frenchies, puisque Michael Stora a utilisé les jeux vidéo dans le cadre de psychothérapie psychanalytique, et puis Serge Tisseron, Sylvain Missonnier ont chacun à leur manière exploré les conduites et les phénomènes que l'on peut vivre sur le réseau Internet avec notre bonne vieille psychanalyse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est possible que grâce ou à cause du numérique, Freud finalement passe ce nouveau millénaire. Alors le point de vue psychodynamique est intéressant par rapport aux conduites en ligne des adolescents, parce que il permet d'avoir une carte euh, un peu générale de leur fonctionnement. Jusqu'à présent, les auteurs s'étaient concentrés sur des notions très précises, l'espace transitionnel avec Sherry Turkle ou la psychanalyse de l'image avec Serge Tisseron. Il est maintenant possible et souhaitable de donner une, une carte générale du fonctionnement psychique conscient et inconscient en utilisant le point de vue psychodynamique. Pour ce faire, on peut partir de quatre points de vue différents. Hein. Comme ça, on aura une espèce de quadriphonie de l'inconscient de nos chères têtes blondes. Partons d'abord de la question de l'inconscient tel que le définissait Freud, hein, c'est-à-dire un monde pulsionnel, inaccessible à la conscience et qui doit se frayer un passage au travers différentes instances pour pouvoir obtenir satisfaction. Et cette satisfaction est gênée, empêchée, combattue par un ensemble de règles morales, conscientes et inconscientes. Et au final, la satisfaction est donnée à l'impulsion de façon directe ou indirecte via les symptômes. Alors sur le réseau Internet, et ça a été d'ailleurs les premières observations qui ont été faites, la satisfaction pulsionnelle est pratiquement sans délai. Hein. Vous pouvez
satisfaire vos désirs érotiques, agressifs ou narcissiques en utilisant les différents sites de réseaux sociaux ou en passant par les raccourcis commodes que donnent les jeux vidéo. Le fait que la situation en ligne soit une situation d'anonymat partiel est d'une grande aide pour pouvoir satisfaire de façon plus ou moins directe ses désirs et ses besoins inconscients et conscients. Puisque une fois que vous êtes derrière votre écran, eh bien, vous pouvez nourrir l'idée que finalement vous êtes hors de portée de l'autre et vous pouvez ainsi, de façon plus facile, satisfaire votre agressivité. Le fait d'être aussi derrière un écran marche dans les deux sens. Hein. Vous pouvez dire que l'écran vous protège des mesures de retaliation des personnes qui seraient victimes de vos désirs agressifs, mais aussi l'écran empêche d'être véritablement en contact avec l'autre. Et il peut être difficile en ligne de percevoir l'énervement de l'autre ou le fait qu'il a été authentiquement blessé par une parole qui a été un peu trop vive ou un peu trop déplacée. En tout cas, cette situation crée ce qu'on appelle en psychologie une situation de désindividuation, et c'est dans ces situations que les positions les plus antisociales ou perverses peuvent se déployer. C'est aussi dans ces situations que les situations de prosociales d'aide peuvent aussi être produites. Hein. On a sur Internet des témoignages de personnes qui racontent qu'elles sont aidées par des parfaits inconnus. Et le réseau Internet fonctionne de ce point de vue-là un peu comme un espèce de train. Vous savez, dans les trains, des fois, les gens vous racontent leur vie, leurs problèmes, leurs soucis ou leurs joies, et ils le font d'autant plus facilement qu'ils sont à peu près, euh, ils ont l'assurance que finalement c'est une rencontre d'une seule fois. Hein. Il n'y aura pas de gêne occasionné puisque les interlocuteurs ont peu de chances de se retrouver. Donc il est possible de tout se dire. Alors l'internet est aussi intéressant pour les adolescents et puis aussi pour les personnes qui le sont un peu moins parce que c'est un espace dans lequel il est possible de mettre en jeu son vrai self et puis son faux self. Alors le faux self est une notion qui a été développée par Winnicott pour ce psychanalyste anglais. Le faux self est un ensemble d'attitudes, de façons d'être qui sont développées au contact de la vie sociale. Ça fonctionne un peu comme les callosités que les agriculteurs ou les pêcheurs ou tous ceux qui travaillent de leurs mains développent. Ce sont des choses qui sont peu esthétiques, mais qui sont nécessaires pour pouvoir travailler. Et puis, elles n'empêchent pas au final de pouvoir caresser les personnes que l'on aime. Donc c'est quelque chose, je parle des callosités de la main, c'est quelque chose qui est utile. Et de la même manière, le faux self est aussi tout à fait utile pour pouvoir vivre en société. Sur les réseaux sociaux, ce sont principalement les faux self que les adolescents présentent. Alors, dans la situation des adolescents, c'est doublement intéressant parce que d'abord, ils peuvent garder par devers eux leur vrai self et ne pas être inutilement blessés par les conversations qu'il y a en ligne. Et ensuite, ils peuvent s'essayer à plusieurs selfs différents. Et dans ce moment particulier qu'est l'adolescence, eh bien, s'essayer à différentes identités, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. L'Internet est aussi un espace dans lequel les personnes peuvent mettre en jeu différents types de mécanismes, différents mécanismes de défense. Et là encore, pour les adolescents, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque les adolescents utilisent
préférentiellement du fait de la poussée pubertaire des mécanismes de défense qui permettent de mettre à l'écart toute l'excitation du corps. Ils utilisent par exemple l'ascétisme. Hein, c'est le moment où les adolescents décident qu'ils vont vivre d'une façon extrêmement frugale parce que ils en ont assez de la situation, de la société de consommation de leur père et de leur grand-père, ce en quoi ils ont tout à fait raison, mais ils vont se limiter à manger une pomme par jour, ce en quoi ils ont tout à fait tort. Euh, les adolescents utilisent aussi beaucoup l'intellectualisation. C'est le moment où l'adolescent explique à ses parents que le système de vie dans lequel ils vivent est tout à fait inapproprié ou que leurs parents a extrêmement mal compris les leçons données par Freud ou par Marx, etc., etc. Donc ces mécanismes sont mis en jeu préférentiellement sur le réseau Internet, puisque vous êtes sur le réseau Internet non pas incarné dans votre chair et dans votre sang, mais vous êtes incarné par des images et par des pixels et par des lignes de code. Donc, pour un adolescent, il y a quelque chose de familier. Hein. Ils n'ont pas de difficulté à se glisser dans la peau de Mario parce que c'est un mécanisme qu'ils connaissent. Le fait de mettre loin de soi ces éprouvés et puis ce corps trop vibrant du fait de la puberté, eh bien, euh, euh, ils savent le faire et quand ils le retrouvent dans les jeux vidéo, ça amène euh, un certain apaisement. Vous voyez que de mon point de vue, les mondes numériques, et je vais conclure là-dessus, les mondes numériques sont des mondes qui sont extrêmement intéressants pour les adolescents. Ce ne sont pas des mondes qui sont dangereux en soi. Le seul danger des mondes numériques, ce sont les autres personnes que les adolescents peuvent y rencontrer. En cela, la situation n'est pas tellement différente du monde pré-numérique dans lequel nous avons vécu. Je pense que les professionnels de la relation ou de la santé ou de la psychothérapie, toutes les personnes qui s'occupent d'adolescents gagnent véritablement à se rapprocher de ces mondes numériques parce qu'ils offrent des occasions de travail supplémentaires avec les adolescents. C'est d'abord une occasion de créer des liens avec les personnes avec lesquelles on travaille et quand il s'agit d'adolescents, on sait que la création de ces liens est la tâche la plus urgente du clinicien. Si le lien n'est pas créé dès la première rencontre, il est peu probable de voir l'adolescent une seconde fois. S'il vous donne une seconde chance, eh bien, il vaut mieux ne pas la louper parce qu'il n'y en aura pas trois. En tout cas, de mon expérience, c'est très rare qu'un adolescent réticent soit vu trois fois. En passant par les mondes numériques, eh bien, on crée des occasions de discussion, de liens, et on se prépare des occasions de travail qui sont intéressantes. La connaissance des mondes numériques permet aussi de mieux comprendre ce que vivent les adolescents sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo. Ça permet de faire le tri entre ce qu'ils fantasment comme toute puissance ou comme omniscience et la réalité. Ça peut être extrêmement important pour un psychothérapeute de pouvoir faire cette distinction. Il y a malheureusement beaucoup de psychothérapeutes qui croient sur parole, ils ont raison puisqu'ils sont formés pour croire sur parole leurs patients, mais ils ont un peu tort parce que ils se laissent mener en bateau, donc ils croient sur parole leurs patients adolescents qui leur racontent qu'ils sont le meilleur joueur du serveur ou qu'ils ont violé des filles dans GTA. Il est extrêmement improbable que tous les psychothérapeutes de France et de Navarre aient le meilleur joueur du serveur. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait comme ça. Et dans GTA, il n'est pas possible de violer des personnes. Donc, c'est juste un fantasme de l'adolescent ou une façon de l'adolescent de provoquer l'adulte et de voir la réaction que cela suscite. Enfin, il y a des occasions de médiation en pour de vrai, j'allais dire, en passant par les outils numériques. Les psychothérapeutes utilisent maintenant depuis des années les jeux vidéo dans le cadre de psychothérapie d'enfants et d'adolescents. Et les psychothérapeutes utilisent les dispositifs numériques de communication à distance pour traiter des adolescents ou des adultes. On peut utiliser le mail, il est possible d'utiliser Skype, où il est
aussi possible d'utiliser des jeux vidéo en ligne. Il y a des pratiques qu'il faut inventer et partager euh, avec les collègues pour voir ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, j'ai été un peu plus long cette fois-ci, beaucoup plus long que ce qui était prévu. J'ai dû rebooter plusieurs fois l'application pour faire les vidéos, mais je vous remercie parce que ça m'a permis de découvrir une nouvelle application. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon moment de travail. J'espère que l'on pourra discuter ensemble sur Twitter, sur Facebook ou par mail. Voilà, vous me trouverez assez facilement. Merci. Au revoir.